Bon, bah, salut à tous, bienvenue sur ce tapé robot du mois d'octobre, sans Régis. On le recherche partout, il paraît qu'il a été à Chartres, il paraît qu'il a, on ne sait pas si c'est à Chartres ou autre part, où il a chopé des saloperies. Hein. Donc, non, voyons, il a fait un test, il est pas positif. Peut-être qu'on va l'entendre si on essaye de causer avec lui, Régis. Et tout. Oui, oui, bonsoir. En fait, j'étais au bord de la plage en train de bronzer et là, tu viens m'embêter. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ça, il est planqué sur une île déserte. Ah, bravo, ah, bravo. Non, Attends, bonsoir, on peut le bonsoir voir, tout le monde. on peut le voir. Allez, fais coucou. Salut tout le monde. T'es sous la couette? Ouais, quasiment, ouais, quasiment. Ah ouais, Bon, on le verra tout à l'heure. c'est Ah, s'il est là. les deuxièmes effets qui se coulent de certains salons. Bah, c'est assez physique et on peut, voilà, avec le passage des gens, bah, on peut choper des petits microbes qui nous embêtent après par la suite. Et voilà, j'ai été victime, je pense, d'un vilain microbe qui me rend tout patraque et voilà. Et du coup, je suis pas avec vous ce soir. Bah, nous, ça va, ouais, nous, ça va. On est tous bien, ça va. Voilà. Bah, merci d'être resté chez Bah, c'est le toi. principal. Oui, oui, oui. Ok. Donc, donc ce soir, on va faire une présentation d'un de mes projets, enfin, d'un des derniers projets, du projet Mignon, voilà, qu'on voit juste à côté. Il y en a un autre derrière qui est pas tout à fait encore fini, on sait pas s'il aura la même allure, il aura sûrement pas la même allure que celui-là. Donc, l'idée, c'est de présenter ce projet, de présenter un petit peu la démarche. Déjà, pourquoi ce projet, et puis comment on fait ce type de robot qui est pas forcément très compliqué à faire. Voilà. On va passer au slide. Voilà les robots mignons. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit sommet. Voilà, donc je vous propose de faire une petite présentation du concept général, de la partie mécanique, la conception mécanique, la réalisation mécanique. Je ferai une petite parenthèse sur la découpe laser, parce que moi je trouve que c'est sympa de parler de la découpe laser. On parle beaucoup d'impression 3D, tout le monde connaît maintenant l'impression 3D, on a chacun une imprimante chez soi. La découpe laser, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis déjà longtemps dans les Fab Labs et qui est intéressant voilà, d'utiliser pour des projets. Je ferai une petite parenthèse là-dessus. Après, il y a un petit peu d'électronique, électricité, électronique, alimentation, la partie développement logiciel. Moi, j'ai fait un choix de conception logicielle qui m'est propre, donc je vais partager ça. Et puis, alors une petite démo, non. Attends, on va la rayer cette ligne. Une petite démo. Le robot n'a pas voulu démarrer, n'a pas voulu se connecter, donc bon, bah, on aura une petite démo sous forme de vidéo. On a une petite vidéo. Et puis après, bah, on pourra poser des questions, on pourra poser des questions, même vous pouvez poser même des questions pendant la présentation, ça dérange pas parce qu'on peut. Donc le concept, l'idée, c'est de faire un robot simple, attractif, dans le sens un petit peu attirant, quoi, un petit peu attire la curiosité, évolutif, modulable, ça va de pair un peu, alors dans le sens où on va pouvoir ajouter des éléments assez facilement, on verra par la suite comment. Et voilà. Et donc ça, c'est le démarrage. Donc ça, c'est un dessin. Donc c'est un dessin sur Python 360, c'est un dessin 3D. Et c'était voilà, c'était le démarrage mis côte à côte. Je me suis dit bon, il y a quand même un petit air de famille, donc pourquoi pas faire un mignon. Après bon, je sais pas si ça ressemble vraiment. Voilà. Attends, je vais mettre le son là. Donc ça, c'est une petite vidéo qu'on a fait à Nantes hein, pendant la Nantes Maker Campus au mois de juillet. Voilà, il était fonctionnel. Voilà, donc il bouge les bras, il bouge l'œil. On voit au milieu, il a une petite bouche qui fait des smileys. Et voilà. C'était pour revenir un petit peu pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu en fonction. Alors sur l'historique, en fait, pourquoi je suis arrivé à faire ce projet, pourquoi je me suis lancé dans ce projet de cette façon-là en plus. Au début, j'avais fait un petit véhicule comme ça, c'est-à-dire c'est des petits véhicules avec une Raspberry dessus et avec Vigibot, on en parle souvent dans les apérobots ici. Donc ça permet de le contrôle à distance. Donc c'est un petit véhicule à 4 roues avec déjà une caméra, donc on a un retour caméra sur l'application.
Après ce projet, il a évolué avec des roues un peu plus grosses, donc là on a pu commencer à se promener dans le jardin, à faire un peu du franchissement d'obstacles. Voilà. Après ce même projet, il a évolué dans le sens où l'arceau au-dessus, j'ai commencé à le mettre un petit peu plus haut. Je me suis dit bon comme ça il va prendre un petit peu d'ampleur. Donc on voit bien la caméra là avec sa petite LED en haut. Et puis après il a commencé à avoir une utilité. Je commence à lui mettre une pince dessus. Alors la pince elle est là. Hop. Elle est là, on peut la voir tout ça. Et donc il commençait à avoir une utilité. Il commençait à servir des bières. Ça tombe bien puisqu'on est à l'apérobot. Soit voilà. La vidéo entière est disponible sur YouTube. Il y a les liens après à la fin. Il y a une vraie utilité à la pince et ça fonctionne. Bon, il y a quelques gouttes qui sont tombées, mais vraiment très peu. Donc c'est quand même. Ensuite, c'est le même robot où l'arceau est remonté encore un peu plus haut. Il a commencé à prendre des couleurs. Il commence à avoir des yeux, il commence à avoir des cheveux bleus parce que c'était un thème perruque bleue à ce moment-là à Nantes. Et du coup, voilà, ça a donné en fait ce robot mignon qui est un peu sur le même concept. On va voir après la conception mécanique, mais voilà l'idée, faire des robots un petit peu en hauteur plutôt que rester au sol. Vas-y. Je voulais dire, en fait, c'est un cumul de Neneuil plus en fait de ton robot. Justement, Neneuil, on va voir justement dans la partie mécanique. Donc voilà, ça c'est le robot en 3D sur Fusion. L'idée quand on fait des projets comme ça, c'est d'essayer de représenter toutes les pièces, les redessiner. Même s'il y a des pièces comme les profils aluminium qu'on achète tout fait, mais c'est bien de les redessiner dans les logiciels de 3D, de conception 3D. Comme ça, une fois qu'on a toutes les pièces, ça permet de les assembler et d'avoir déjà le modèle final et du coup, ça donne vraiment une bonne idée de ce que ça va donner par la suite. C'est vraiment assez réaliste. Donc là-dessus, il y a un châssis en découpe laser sur lequel je ferai une petite parenthèse juste après, comme j'avais dit. Il y a des supports moteurs en impression 3D. On peut retrouver par ici. Voilà, tiens, voilà. La caméra. Tiens, fais passer. Voilà, il y a des moteurs dessus, c'est des moteurs 12 volts à courant continu, très simples et pas très chers, qui ont quand même un petit peu de couple et qui permettent de faire le job. Quand il y en a 4, sur le premier robot que j'ai fait, quand il y a 4 moteurs comme ça monte sur n'importe quel obstacle, ça franchit n'importe quel obstacle. Là, il n'y en a que 2, que sur les roues arrière, mais ça fait le job, c'est pas mal. Voilà le support moteur. Donc il y a des profils aluminium 15-15 qui font 55 cm de haut, et ça permet d'avoir un robot qui fait à peu près 70 cm de haut. Donc c'est des profils aluminium qui permettent en fait d'avoir ce côté modulable, c'est-à-dire qu'on peut après fixer des plateaux, des accessoires à la hauteur qu'on veut, selon l'évolution qu'on veut faire. On n'est pas obligé de faire exactement ceci. Voilà, vas-y, tu peux prendre. Oui. Ensuite, après, il y a une épaule. Alors pour le moment, il n'y a pas beaucoup en fait finalement de moteurs. Il y a des moteurs pour les yeux. Je suis arrivé juste après. Voilà, il y a un petit système comme ça mécanique avec une petite animation. Donc c'est un système mécanique avec 2 roulements, avec un cylindre au milieu avec 2 roulements, ce qui permet d'avoir une certaine force en fait. En fait, il y a très peu d'efforts finalement sur le moteur, sur l'axe du moteur. Le moteur sert juste finalement à la rotation. Non, les roues sont directement sur les axes des moteurs. Mais c'est des moteurs qui sont costauds. Là, c'est les servomoteurs. C'est des servomoteurs de 20 ou 25 kg. Donc ça, c'est pour l'épaule. Ensuite, on a l'œil. Donc effectivement, alors ça, c'est effectivement, il y a un autre projet, le projet Neneuil. Je me suis amusé à faire des yeux comme ça en impression 3D et puis en petite peinture acrylique dessus et surtout en finition après en résine époxy, ce qui fait qu'il y a un rendu plutôt pas mal et vraiment une vraie solidité sur la pièce. Voilà l'œil, je jette un petit coup d'œil par ici, voilà. Donc ça fait une pièce qui fait diamètre 130, hein, donc ça fait un bel œil, donc monté sur les cerveaux, on peut pas tourner. Bon.
sais pas si on voit la caméra, mais plus ou moins. Est-ce que je peux pas faire la démo en vrai? Mais c'est pas grave. La démo, ça sera le mois prochain. Promis. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'œil. On a une bouche aussi, qui permet de faire des smileys. Alors ça, c'est juste de petits moteurs qui permettent de faire bouger un petit bout de silicone et puis donc d'avoir des expressions de visage. Voilà. Donc la découpe laser, moi je voulais faire une petite parenthèse sur la découpe laser. Donc la découpe laser, finalement, c'est super simple. C'est du dessin vectoriel. Donc moi j'utilise Inkscape, il y a d'autres logiciels. En fait, on fait un dessin qui va représenter la pièce. Alors par exemple, on veut une pièce comme ceci. Ça c'est à peu près le châssis. Ça va être le châssis du robot. Voilà. On dessine la pièce comme ça. Alors moi j'ai pris le choix de... Voilà. Tiens, je la passe à fur et à mesure, je passe par là-bas. J'ai pris le choix de faire plein de trous et ça c'est le côté modulable. Après en fait ça permet après de pouvoir fixer n'importe quelle pièce. Donc on va voir le support de batterie juste après. Alors là c'est du médium de 6 mm d'épaisseur. Et ça c'est une bonne question justement parce que avec le même procédé tu peux faire sur des plaques d'aluminium. Ça c'est une plaque d'aluminium qui fait 5 mm. Et alors ça c'est pas en découpe laser, ça tu peux passer un peu moins accessible. Par contre ça c'est la découpe laser sur internet. Donc des sites comme John Steel par exemple sur lequel on peut commander ce type de pièces à partir du fichier DXF qu'on a généré. Voilà. Et ça permet de faire des pièces vraiment super costauds, super sérieux. Bon là ça c'est quand même un certain prix de fabrication. Mais par exemple pour faire des grandes pièces comme ça, moi je vais commencer à faire un truc comme ça. Voilà. Alors, je sais pas quel diamètre ça fait là. Mais ça rentre dans une découpeuse laser d'un certain format quand même. Ça a été fait à la Cité des Sciences sur les découpes laser de la Cité des Sciences. Voilà. Et donc l'idée c'est que c'est facile en fait. Ce que je voulais dire, c'est un petit peu le message que je voulais passer, c'est que c'est facile de faire des petites pièces comme ça, de faire un assemblage de pièces comme ça pour faire des différents robots. Après, généralement c'est dans les Fab Labs. Hein. La plupart des Fab Labs ils ont des découpes laser. Et d'ailleurs même la découpe laser c'était plus l'équipement phare. Avant les impressions 3D, quoi. Après, les impressions 3D sont démocratisées, on en voit partout. Voilà, les impressions 3D, il y en a partout. Mais vraiment, le découpage laser, ça a été, par exemple, au Fab Lab de la Cité des Sciences, ils en ont au moins 4 ou 5, et des petites tailles pour faire des petites pièces comme ça, voilà. Je sais pas, 10 par 15, par 20. Mais ils ont aussi des gros appareils pour faire vraiment des grosses pièces, quoi. Voilà, tiens, pendant qu'on est dans les pièces, voilà, un exemple en fait de l'impression 3D. Là, par contre, maintenant, voilà, ça c'est l'impression 3D pour faire le chapeau du mignon. Donc ça c'est l'impression 3D simple avec un système en fait de chapeau. On va faire passer aussi avec un système de chapeau par dessus. Donc c'est un système modulaire qui permet aussi de leur mettre n'importe quelle pièce. Vas-y, fais tout passer. Allez. Donc concernant la découpe laser, donc en fait on a déjà un fichier au format SVG qui est le format vectoriel. On le transforme en format DXF qui est un format un peu plus proche des machines-outils. Et après on le passe sur les logiciels de découpe laser. Alors par exemple moi j'utilise RDWorks par rapport au Fab Lab, ça dépend des Fab Labs. Et là par exemple c'est la partie simulation de RDWorks et on voit le laser qui parcourt son chemin. Donc en simulation, mais c'est ce qu'il fera pour de vrai. Et il est en train de découper tous les trous. Et à la fin, il découpera l'entourage de la pièce. Voilà. Il fait une seule passe. Il fait une seale passe si tu as un laser assez puissant. Il fait une seule passe. Si tu as une machine assez puissante et un matériau non plus plutôt raisonnable. Donc là, c'est 6 mm sur le médium 6 mm. En une passe, tu découpes sur le... Alors après, ouais, effectivement, il y a une optimisation des chemins, des fois qu'on peut faire effectivement dans le logiciel avant vraiment de lancer le découpage. Mais le découpage est tellement rapide par rapport à l'impression 3D que après, si le chemin il est pas optimisé, voilà, on le fait comme ça. Après, effectivement, on peut faire aussi en plusieurs passes pour vraiment pour des lasers qui sont pas très puissants et des matières un peu plus dures ou épaisses, on peut faire en plusieurs passes. Mais du coup, on perd quand même un petit peu en qualité sur la tranche, sur la partie découpe. Voilà, bon ça c'était une petite parenthèse sur la découpe laser que je voulais
cas, parce qu'en fait, moi, je l'utilise assez souvent, en fait, finalement, dans les projets. C'est assez facile de préparer ça chez soi. Et après, hop, d'aller une après-midi dans un Fab Lab. Et puis, voilà, et puis voilà. Maintenant, pour la partie électronique. Donc, sur le robot, donc au cœur du robot, c'est une Raspberry. Une carte Raspberry. Alors, c'est une Pi4. Après, on peut mettre un peu moins puissant ou plus puissant selon ce qu'on fait. Bon, alors, je fais après de la reconnaissance avec OpenCV, de la reconnaissance d'image, donc du traitement d'image. Donc, c'est quand même une carte un peu puissante. Donc, au moins une Pi4. Maintenant, la Pi5 est sortie, donc on pourrait mettre ça avec un petit peu de mémoire. Sur cette carte-là, je mets une carte hâte. Voilà, c'est la carte moi que j'ai développée il y a déjà un certain temps. Par rapport à la caméra, voilà. C'est la carte que j'ai développée il y a un certain temps. Là, si vous voulez des infos là-dessus, moi je peux vous filer des infos. Il y a tout sur Internet. Il y a un GitHub, avec toutes les infos sur la carte. C'est une carte que nous on a déjà utilisée sur des robots. C'est par exemple sur Caliview, le robot aspirateur qu'on a à l'association. On a mis cette carte-là. C'est une carte qui permet en fait d'avoir un double pont en H, dessus pour pouvoir piloter des moteurs à courant continu. On a les sorties des servomoteurs dessus directement. On a les sorties d'accessoires, de I2C, et choses comme ça. Donc c'est une carte assez pratique. Et on a un connecteur avec l'alimentation sur les côtés pour avoir des alimentations séparées pour la carte, pour les servos, pour les moteurs. Voilà. Elle est là. Donc sur cette carte-là, ensuite, on a, voilà, comme je disais, les servos, les moteurs à courant continu qui sont connectés dessus. On a les servos. Ah, tu peux monter le petit bouton. On a les servomoteurs qui sont connectés dessus. On a aussi une caméra du coup qui est directement sur le bus de la carte et qu'on retrouve au milieu de l'œil. On a aussi une sortie audio, donc avec un petit ampli audio tout simple, directement sur la sortie audio de la carte. Donc ça permet de jouer des sons qu'on veut. On a un petit module Wi-Fi. Voilà, pour le moment là il fait défaut là ce soir, mais module Wi-Fi. Ou alors on peut aussi avoir le choix de mettre un module comme en fait on le fait sur les Vigibots, un module 4G qui permet une connexion directement sur Internet et donc une dépendance avec Internet. Mais donc une connexion sur un site internet comme Vigibot par exemple. Et on a donc une batterie, et j'ai fait le choix en fait de prendre une batterie Parkside, donc avec des régulateurs du coup après. Alors pourquoi une batterie Parkside? Alors, on en a ici. Voilà, parce qu'en fait ces batteries-là, on les trouve chez Lidl. Parkside c'est Lidl. Et puis ils coûtent pas très cher, c'est une batterie 20 volts avec je sais plus combien d'ampères. 4 ampères. Et du coup, là-dessus, moi, j'ai développé un petit module en impression 3D que voici. Donc, c'est un petit socle qui permet d'accueillir la batterie. Donc, ça, c'est de l'impression 3D avec deux petites lamelles en cuivre et étamées. Et ça permet. Oh, vas-y. Ah, vas-y, voilà, normalement, la démo devrait fonctionner là. Voilà. Voilà, ça, moi, ça fonctionne. Donc ça permet donc d'avoir disposé de l'alimentation par la batterie. Et cette batterie là, ça alimente une Raspberry avec ses moteurs pendant une bonne journée quoi, une demi-journée. C'est des batteries qui sont pas costauds et ça évite de fabriquer ces batteries. Donc ça c'est pareil, c'est un petit projet donc dans le projet. Voilà. Alors, non, je crois pas. Je crois pas parce que tu peux la décharger entièrement. Donc il faut faire attention à pas trop la décharger. Effectivement. Et après, le gestionnaire en fait de charge et décharge, il est dans le chargeur. Mais c'est aussi l'avantage de ces batteries-là, c'est que du coup, tu as des chargeurs. Chez Lidl, tu as des chargeurs pas très chers. Et tu peux acheter plusieurs chargeurs. Et puis, un petit mot sur le haut-parleur aussi, je pense aussi. D'avoir besoin de toi. Sur le haut-parleur, en fait, le haut-parleur pour qu'il puisse vraiment avoir un très bon rendement, quoi, un très bon effet. En fait, il y a une petite boîte qui a été faite, qui est une petite caisse de résonance, en plus faite avec un petit filetage en impression 3D,
avec quelques trous, et ce boîtier, donc en fait, le haut-parleur il est fermé, ça fait caisse de résonance, et ça a vraiment eu vraiment l'effet souhaité, quoi. C'est vraiment le haut-parleur, il double son niveau sonore avec ce boîtier, le fait que ce soit fermé sur l'arrière, qu'il y ait des petits trous comme d'aération pour quand même laisser passer l'air dû au mouvement de la membrane. Voilà, mais ça c'est une petite astuce aussi, c'est une petite réalisation de la 3D. Voilà. Donc voilà pour l'électronique. Alors, je sais pas si je vais trop vite ou assez vite. C'est le bon timing. C'est bon. Bon, vu qu'on fait pas de démo, on a le temps aussi. Là, on a des démos vidéo. Voilà. Alors après, concernant la partie logicielle, donc c'est une Raspberry, c'est une carte Raspberry, donc c'est du Linux. C'est ce qu'on a maintenant ils appellent ça la POS, mais c'était avant c'était la Raspbian, donc c'est une Debian à la sauce Raspberry. Et donc là-dessus, moi j'ai fait le choix. Alors on a plusieurs choix en fait. On peut installer des logiciels tout faits. Il y a par exemple le logiciel qui est utilisé dans les InMove là. Et moi, MyRobotLab, par exemple, on peut installer MyRobotLab dessus et faire son projet. Donc après animer les moteurs et faire des choses. On peut installer par exemple des choses comme Vigibot. En plus, la carte électronique que j'ai développée, elle est vraiment compatible avec Vigibot parce que dans le sens où les sorties de cartes, ils correspondent à ce que Vigibot a mis en place par défaut, en fait, voilà, configuré par défaut. Et moi, j'ai fait le choix de développer moi-même. Voilà. Donc, on va voir ça juste après. Donc, on a la partie réseau déjà sur la carte, avec sa carte Wi-Fi, une connexion à une borne. Donc, mon PC est aussi connecté à la borne. Et j'ai fait le choix, en fait, de développer en Python déjà un premier programme pour la gestion des moteurs. Voilà, les moteurs. Donc ça sert à quoi? Ça sert à ce que pour chaque moteur, on définisse, on est dans ce programme-là, la gestion de l'accélération, des décélérations, des PID, en fait, de la gestion de la stabilisation des moteurs, de la stabilisation des vitesses. Donc tout ce qui est un petit peu logique de moteur, c'est ici. On va aussi définir ici par exemple pour les cerveaux, le minimum sur lequel on va se déplacer le cerveau, le maximum, la valeur minimum maximum. Et ça permet de normaliser en fait les commandes qu'on va faire au cerveau. Par exemple, pour n'importe quel cerveau, du coup, après on peut les commander en disant, donc on peut déjà les commander par le réseau avec des commandes simples, en ligne de commande, et on va leur dire, ce cerveau, je le veux soit à 0, soit à 1000. Et derrière, il va aller à sa position de départ sur lequel on a défini dans un fichier de configuration. C'est pour ça que j'ai mis un petit logo JSON. Moi, j'ai fait un fichier JSON avec chaque moteur, le minimum, le maximum, sa position 0, sa position de home, là, ce qu'on appelle la portion home, donc la position 0, la position du milieu, plutôt. Voilà. Et en fait, en faisant ça, du coup, on a ce programme qui gère les moteurs, et du coup, pour le reste, on n'a plus besoin après de se préoccuper en fait de ce moteur-là. Est-ce qu'on est au maximum? Est-ce que je peux dépasser cette valeur-là ou pas? Là, on normalise les valeurs de commande. Et on sait que chaque moteur, que ce soit la vitesse, on va la commander de 0 à 1000, le bras, on va le commander de 0 à 1000, etc. Ça permet aussi de prendre en charge des ordres simples, en disant, lève le bras. Par exemple, on va avoir une commande simple qui va pouvoir être envoyée par les autres modules. Alors, si vous voulez après plus de détails, si vous voulez comprendre dans le détail, on pourra en parler un peu plus tard. Donc ça, c'est un premier programme que j'ai fait en Python. Et ensuite, j'ai fait un autre programme qui est en Node.js. Donc Node.js, c'est du JavaScript côté serveur. Donc qui permet de faire le serveur web et qui permet aussi de créer ce qu'on appelle un WebSocket entre la carte, la Raspberry, et le portable, enfin l'ordinateur portable, le téléphone ou la tablette qui va commander. Et en fait, ce socket, c'est une connexion permanente qui permet en fait d'avoir des temps de réaction très courts. Dès qu'on va appuyer sur le bouton, ça va réagir tout de suite. C'est pas une requête web et puis qu'il va falloir se connecter au serveur. On va avoir des temps de réaction très rapides. C'est socket.io, mais en fait, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'en utilisant du Node.js, c'est l'utilisation, elle est
Elle est très facile en fait, c'est intégré. Node.js c'est pas que le WebSocket, mais c'est intégré. Voilà. Et pour ceux qui, ça m'étonne que tu n'aies pas posé de questions sur le WebSocket. Tant t'as pas une séquence. Non. Bon, en fait, parce que socket, ça dit peut-être des choses à des gens, oui, il y a des gens socket, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que. Voilà. Et donc, du coup, ce serveur, il va pouvoir envoyer des ordres simples à la gestion de moteur. Expliquer un petit peu comment je fais. Il va pouvoir aussi envoyer des sons, jouer des sons, indépendamment de la gestion du moteur. Voilà. Et puis à côté de ça, je vais faire encore un autre programme. Donc comme ça permet de séparer, ça permet de moduler en fait la programmation et du coup de reprendre quelques mois après, de reprendre soit sur une partie, soit sur une autre. Voilà. Et donc là, il y a un autre programme pour tout ce qui est gestion de la caméra et surtout de la reconnaissance d'image, la reconnaissance de gestuelle. Alors après, je crois que j'ai une petite vidéo après où parce que je vais pouvoir faire la démo, mais en fait, quand on lève les bras, le robot va pouvoir aussi lever les bras et pouvoir suivre les mouvements. Donc il y a une reconnaissance de la posture. Donc ça c'est grâce à OpenCV. Moi j'utilise avec Python. Alors pour la reconnaissance des mouvements, il y a un modèle. Alors la base c'est OpenCV, mais sur OpenCV en fait Google ils ont développé une autre librairie qui s'appelle le MediaPipe. Et MediaPipe, c'est vraiment orienté reconnaissance de la main, reconnaissance du visage, reconnaissance de la posture, du mouvement. Donc ils ont plusieurs modules et donc c'est assez facile à mettre en place. Et une fois que t'as cette librairie-là qui tourne, du coup tu te retrouves, plutôt qu'une image très compliquée, même si tu la mets en noir et blanc, ça reste une image très compliquée, tu te retrouves finalement avec une liste de points, de coordonnées, en X, en Y, et tu as même des coordonnées en Z. Donc en fait tu as une estimation de la profondeur, même si elle n'est pas tout à fait juste, mais ils arrivent à avoir la profondeur. Si par exemple quand on fait la reconnaissance de la main, on a pas mal joué aussi avec ça. Si tu as une partie de la main qui est hors de l'écran, la main elle va être quand même dessinée, tu vas avoir comme les points, parce que les points qui sont hors de l'écran, ils vont extrapoler par rapport aux autres, avec une certaine marge d'erreur. Voilà. Mais pour chaque point, tu as aussi donc les coordonnées X, Y et Z, mais tu as aussi une note de en fait de qualité, ça sert de qualité sur de pertinence en fait de la donnée, est-ce que vraiment elle est correcte ou pas, est-ce qu'il y a de l'erreur ou pas, et tu peux dire moi je prends en compte que quand ça arrive à 80% là, ou 80% on a quand même on est. Mais là-dessus il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que des fois tu fais des erreurs dans les programmes comme ça, parce que là c'est pour s'amuser et tout ça, tu fais des erreurs et du coup le robot il bouge les bras alors que t'as pas fait le mouvement, mais finalement c'est pas mal parce que du coup ça fait un côté un peu naturel pour le robot, il se met à bouger tout seul parce qu'il a vu un objet qui ressemble à la posture qu'il attendait, qu'il s'est trompé. Voilà, mais en fait tu dis que finalement l'erreur elle est des fois elle est bienvenue pour avoir un côté un peu plus naturel. Voilà, la difficulté que j'ai en fait en développant ça, c'est quand tu dis maintenant je veux faire des choses un petit peu aléatoires, c'est le côté aléatoire, quoi. Qu'est-ce que tu fais, quel mouvement que tu fais, tu peux bouger la bouche, les yeux, les bras, alors tu peux faire des séquences, parce que j'ai fait une séquence un peu préenregistrée pour le bouger comme ça, mais si tu veux un petit peu le faire tourner en mode aléatoire, moi je trouve que c'est pas forcément si simple, quoi, d'avoir des aléas naturels, quoi, d'avoir un mouvement naturel qui bouge un peu, pas trop, qui fasse des pauses, qui reprennent après de temps en temps avec certaines infos qu'il a, voilà, des nouvelles infos qu'il a. Donc voilà pour. Alors du coup oui, enfin je crois que ça doit être juste après, toi. Voilà. Oui, alors effectivement, le flux vidéo, il arrive sur l'interface web. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer, du coup. Et du coup, tu as un retour vidéo. Alors, tu peux peut-être le resizer, en fait, le changer la taille pour pas envoyer des trucs du format HD, quoi, sur le réseau. Mais non, tu le fais facilement, Oui, tu fais facilement. Voilà, en Python, tu as très rapidement des librairies pour effectivement prendre le format de la vidéo de la caméra. En fait, le format vidéo de la caméra, c'est une matrice de points, tout simplement. C'est une matrice de points. T'as pas un format vidéo au sens vidéo, c'est vraiment une matrice de points. Et ça, c'est pareil, t'as des fonctions qui permettent de le streamer rapidement. Comment j'ai fait? Ouais, ça le stream, c'est directement. C'est une sorte de stream qui l'envoie pareil sur la page web.
Voilà. Donc 3 modules comme ça, complètement séparés. Et moi, ça me permet après de développer, de me remettre sur une partie. Moi, j'ai encore pas mal de boulot sur la partie OpenCV. Là, ça, c'est un monde vraiment sur lequel on peut faire énormément de choses, sous ces reconnaissances d'images et comportements après des robots par rapport à ces images. Voilà. La démo. Bon, il n'y a pas de démo. Ah si, on va faire une petite démo en vidéo. Bah c'est... Ouais. Pascal, tu la mets, ça? Il y a combien de moteurs? Il y a combien de moteurs? Alors, il y a 2 moteurs pour l'œil, hein, en X, en Y. Il y a pour les bras, il y a 2 degrés de liberté, mais en fait, il y en a qu'un qui est motorisé finalement. En fait, le bras, il bouge de haut en bas, et pour le moment, voilà, parce que c'est la première version. Donc là, c'est cet angle-là, je le mets à peu près comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moteur? Il y a 2 cerveaux pour la bouche, et il y a 2 moteurs à courant continu pour pouvoir se déplacer, en fait, pour pouvoir faire tourner les roues. Alors là, les bras, il y a aussi des petites anecdotes par rapport aux bras. C'est que les bras, moi, j'ai fait très simple. On le voit là sur la vidéo, j'ai fait très simple, c'est que c'est des bras en mousse. Voilà, qui se retirent facilement. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, dans les salons, les petits gamins, ils viennent et malgré qu'on soit un petit peu vigilant, on leur dit de ne pas toucher parce que 1, c'est fragile, ou 2, ça peut aussi coincer les doigts des fois, certains robots. Mais là, les gamins, ils viennent et puis ils prennent le bras, et là, du coup, ils se retrouvent avec le bras dans la main, et du coup, ils savent plus trop quoi en faire, et voilà. Donc voilà, ça c'est des petites anecdotes. Voilà, alors pour le moment, c'est des bras en mousse. Après, ça va évoluer. Enfin, l'idée, c'est que ce mouvement-là d'épaule, il puisse être aussi motorisé. Voilà, il y a pas mal d'évolutions encore à faire dessus. Voilà. Il est pas discret. Bon, après, j'ai une petite conclusion. Ah, t'as une question? Moi, j'ai une question. Voilà, le petit pantalon, tu l'as eu où? C'est affaire perso? C'est acheté? C'est le mouvement maker. Alors, le mouvement maker, on n'a pas que de l'électronique, on n'a pas que de la mécanique aussi. Voilà, il y a du tissu, il y a des gens qui font qui façonnent l'acier. Voilà, donc il y a ça. Donc on peut les habiller après si tu veux. Ça te branche, non, c'est récupération de vieux jeans et puis voilà une petite salopette mignonne. En conclusion, t'as encore des questions? Vas-y. 2 fameuses questions. La première, c'est à quoi ça sert? Réellement, à quoi ça sert? Ah mince, j'aurais dû anticiper cette question. Non, à quoi ça sert? Non, alors l'idée, c'est ce que je mets, c'est ce que j'ai mis un petit peu dans l'intro, c'est faire quelque chose d'attractif, quelque chose de mignon. Ça porte bien son nom que c'est mignon. Et c'est vraiment des petits robots pour les salons, pour attirer les gamins, et pas que. Voilà, on s'est fait filmer par exemple à Nantes. On était à Nantes pendant 3 jours. Le vendredi, il y a FR3 régional qui a filmé le robot. Et le lendemain matin, à l'ouverture du salon, il y a des personnes qui arrivent, des personnes d'un certain âge qui arrivent. Et il est où le robot qu'on a vu à la télé, quoi. Donc ça, c'est intéressant. C'est à côté attractif. Ça permet d'échanger avec les gens, soit ceux qui connaissent un petit peu la technique ou pas. Voilà. Ce week-end à Chartres, il y a même une petite fille qui était très déçue, qui était prête à pleurer parce qu'elle était venue voir le mignon et t'étais pas venu. Elle est venue que pour toi, hein. Enfin pour le mignon surtout, pas pour toi. Alors, il paraît qu'on a essayé de la consoler avec un Wall-E ou voilà, ça a été très difficile. Ouais, alors le problème, c'est qu'on sait pas où c'est qu'elle a appris, comment elle a su qu'il y avait un robot mignon. C'était pas forcément dans le programme. Voilà. Donc voilà, à quoi ça sert, c'est ça en fait. Voilà, c'est un petit peu pour attirer. Enfin, nous, on est présent dans les salons pour ça, pour échanger avec les gens. On n'a rien à vendre, mais on essaye de partager
des techniques, des différentes techniques, et puis la petite fille, elle est peut-être connectée, ouais. Voilà. T'avais une autre question, c'est ça? Oui, t'avais une autre question. Ah oui, ah ouais. Alors, attends, à quoi ça sert? On a répondu. On a répondu, voilà. Et maintenant, en fait, la deuxième question qui est aussi toute importante, c'est combien est-ce que ça peut coûter de mettre tout ça en place? Donc, combien ça coûte? Alors, c'est pareil, je m'attendais pas du tout à la question. Je te remercie de, de me l'avoir posée. Non, mais ces robots qu'on fait, pour moi, ça coûte du temps. Ça coûte du temps, c'est tout ce que ça coûte. Alors après, effectivement, bon, l'impression 3D, ça coûte pas très cher. Bon, c'est le prix du fil, les moteurs. Maintenant, bah, comme toutes les pièces, c'est ce qu'on dit. Toutes les pièces, on les commande en Chine, donc on les a pour pas grand-chose. Voilà. Là, il n'y a pas non plus, au niveau technique, il n'y a pas énormément de choses importantes. Il y a une Raspberry qui fluctue entre 30 € et 300 €, hein, selon les mois. Bon, elle est redescendue maintenant. Mais voilà, non, enfin pour moi ça coûte. Bon, il y a quand même il y a des pièces qu'il faut acheter effectivement, mais pour moi voilà, ce genre de projet, comme tous les projets qu'on a, c'est surtout le temps, quoi. Ça coûte du temps, quoi. C'est ça, il faut prendre le temps de le faire. Et puis... Ah, non, mais si vraiment on veut un prix, bah je sais pas. La Raspberry, tu connais le prix de la Raspberry, ça coûte, je sais pas, une 50 €. T'as un petit haut-parleur ici, c'est un petit haut-parleur de chez Lorozo qui coûte 20 €, 20 € les deux. Les roues, c'est pareil, les roues, bah tu les trouves chez Leroy Merlin, quelques euros, quoi, enfin peut-être à 10 €. Les moteurs, c'est pareil, c'est des moteurs à courant continu qui coûtent pas très cher, qui coûtent peut-être 15 € pièce. Voilà, donc. Voilà, il y a peut-être 200, 300 €. Les profils alu, moi j'ai vraiment eu du mal parce que c'est des profils 15-15 et pas 20-20. Sur toutes nos imprimantes 3D, on a des profils aluminium qui sont 20-20. Là, je voulais quelque chose de un peu plus fin. Donc j'ai eu du mal à les trouver, je sais pas, sûrement au moment où je les ai commandés. Voilà, les cerveaux, je sais plus comment on les paye. Les cerveaux, c'est des cerveaux de 30 kg, là, 30 ou 35 kg. Et puis beaucoup d'impression 3D, un petit peu de visserie, quoi. Voilà. Je sais pas si ça a répondu. Non, je sais pas, il y a peut-être pour 200 € là, peut-être un peu 300. Je sais. Mais après, c'est étalé sur le long du projet. Donc, tu achètes une pièce de temps en temps, enfin, pour les gens qui se lancent sur des projets comme ça, ou d'autres projets robotiques. Finalement, c'est des projets qui vont durer 1 an et demi, 2 ans. On achète les pièces au fur et à mesure, ou alors, voilà, ou Patrice, il arrive, il me prête une pièce, là, voilà, donc c'est cool. Voilà. Alors c'est un P4, la P5, elle est à peine sortie, déjà elle est en précommande, on l'a pas encore reçue. Hein. Voilà, il y a que les privilégiés qui ont reçu la P5. Mais là c'est une P4, effectivement, moi j'ai vu dès que je crois que c'est au mois de mai, il y a eu un moment un petit passage où les Raspberry étaient dispo, donc moi je me suis jeté dessus. Donc c'est une P4 avec un peu de mémoire parce qu'il y a différents choix de mémoire sur les Raspberry. Donc avec un peu de mémoire pour pas être bloqué sur tout ce qui est justement reconnaissance de vidéo, tout ça. Tu peux pas rajouter de mémoire. Alors si. Voilà, moi j'ai vu qu'ils rajoutaient de la mémoire ou qu'ils changeaient la mémoire en dessoudant le composant de mémoire et en ressoudant, mais c'est assez périlleux, quoi. C'est assez périlleux. Si j'avais un budget limité, illimité. Ah, illimité. Oula. Un budget illimité. Ouais, si t'es pas, si t'es un peu plus dessous. Alors ouais, c'est une bonne question, je sais pas. Parce qu'après, il faut concevoir aussi les trucs. Hein, toi, moi, par exemple, le bras, moi j'aimerais que le bras soit quand même un peu plus robotisé, toi. Mais là, c'est le temps qui m'a coincé. Après, si t'as un peu plus de budget, tu peux mettre des moteurs un peu plus costauds, tu vois. Alors, si j'avais toute la vie, je ferais genre. Alors voilà, ce qu'on disait, c'est que avec le temps, si on arrive, avec le temps. Non, c'est plus en fait, on va plus les multiplier. Voilà, on est plus dans une posture où on va les multiplier. Déjà, il y en a un et demi ou un 3/4. Là, on trouve ça en fait un peu l'idée sympa, et c'est essayer de faire des chorégraphies ou des films de mignons qui suivent. Rester dans la simplicité. De toute façon, ça fait partie en fait de la trame de départ, hein, de faire quelque chose de simple. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait un sub? Alors ça c'est pour le côté un petit peu geek et technique. Hein. C'est pour pas cacher la mécanique. Là, si on se penche un petit peu, on voit un petit peu la mécanique de l'intérieur de l'œil avec il y a des roulements pour les différents axes.
Voilà. Bah, un peu de mystère, on l'a sous le petit jean, là. On va le retirer après, on va le déshabiller en fin de soirée. Mais non, alors, l'idée c'était de voir quand même, voir la partie mécanique, voir quand même des choses. Moi je trouve ça sympa. Je voulais pas faire un carénage complet et puis ne pas le rien voir. L'autre on voit encore en plus parce que lui il a pas de salopette. Voilà. Donc, j'avais en conclusion, de toute façon en conclusion c'est un peu ce qu'on a dit, toi. Donc c'est un projet simple pour moi, mais il y a quand même pas mal de choses, quoi. Il y a le côté alimentation, donc batterie, régulateur. Il y a le côté programmation. La programmation, moi j'étais un peu loin dans la programmation parce que je voulais faire moi-même, donc il y a un côté un peu plus compliqué là. Il y a une partie électronique, il y a un peu de mécanique, il y a quand même il y a du design mécanique, il y a de l'assemblage. Et donc c'est un projet simple, mais sur lequel il y a tous les composants des robots, des projets qu'on a, donc une partie mécanique, électronique, programmation. Voilà, dessus. La carte que j'ai mis dessus, comment je l'ai conçue, c'est-à-dire quel logiciel ou moi j'utilise comment il s'appelle? Ouais, EasyPCB. C'est EasyPCB, c'est le logiciel qui est en ligne. Qui permet de dessiner des PCB ou faire des schémas et à part les schémas après faire ton PCB donc avec le routage tout ça et c'est un site qui est avec GLPCB c'est ça l'endroit où on commande les PCB je pourrais te donner des détails non alors là les cartes électroniques je sais plus j'en avais une qui traînait par là c'est la carte électronique toute nue sans les composants. Non, ces cartes-là, justement, quand tu les commandes, tu peux pas les commander à l'unité, hein, c'est forcément par 10 ou par 20, et tu vois, en plus, la différence entre 10 cartes et 20 cartes, ça va être quelques euros. Des fois, tu peux en commander 30 ou 40, ça te coûte pas beaucoup plus cher. Ça va te coûter, des fois, quand t'as les promos de première commande, tout ça va te coûter 5 euros les 10 ou 5 euros les 15. Bon, après, t'as peut-être 15 ou 20 euros de frais de port. Par contre, c'est livré en quelques jours, quoi. Et après, les composants, c'est moi qui les ai soudés. Ouais. Voilà. Alors, ils peuvent souder, en fait, si tu conçois une carte avec les composants qui font partie de leur librairie de composants, ils peuvent te les assembler. Voilà. Moi, j'ai jamais fait encore. Non, c'est moi que je les ai soudés. Moi, j'ai fait plusieurs projets comme ça, de cartes électroniques, et à chaque fois, ouais. Là, j'ai fait un petit afficheur, là, pour une bouche du projet Nonoïs, on verra ça un autre jour, mais voilà, j'ai fait une petite carte qui permet d'accueillir 3 afficheurs côte à côte avec le circuit électronique derrière pour pouvoir le commander en I2C, tout ça. Et ça fait vraiment un truc super propre et tout. C'est vraiment je sais pas si tu as eu la carte, mais ces cartes sont fabriquées de façon super propre. Voilà, donc de nombreuses évolutions possibles sur la mécanique, hein, faire un bras, enfin voilà, les bras comme je parlais, rajouter un pistogel ou un pistogel. Tu connais pas, oui, ils connaissent pas le pistogel. Pascal, j'en suis sûr que tu connais le pistogel. Non. Non, justement, c'est dans les minions, le pistogel, non? C'est dans les minions, le pistogel. Là, vous connaissez pas le pistogel, ça? Bon. Pistogel. Attends, on va trouver l'extrait du film Les Mignons. C'est dans Les Mignons, en fait, il y a Grou. Grou, c'est le méchant. Hein, il arrive dans la boulangerie, mais il y a une file d'attente. Et du coup, il prend son pistogel, il envoie un coup de pistolet sur les gens, et puis du coup, il se retrouve dans un bloc de glace. Quoi, les gens, ils sont, et puis il élimine les gens comme ça, mais il les tue pas, parce que c'est quand même un dessin animé, c'est pour les enfants. Donc il sort un pistolet, donc il lance de la... C'est peut-être pas sûr que je mette un pistolet dessus, mais non, mais je pensais, moi, c'est plus bien. Je pensais mettre un petit pistolet à eau, parce que voilà. Au mois de juillet, là, quand on va à Nantes, il fait bien chaud, là, comme ce soir, un peu. Mais faire un petit pistolet à eau dessus avec un petit moteur, une petite réserve d'eau, ça peut être pas mal aussi. Pas de l'eau ou autre chose. Pour souder les composants, bah alors moi je pense que expert, il y a peut-être des experts dans la salle en électronique, peut-être. Voilà. Non, alors pour souder les composants sur la carte, moi je l'ai fait composant par composant, donc avec là une petite pince
petite pince qui tient le composant et je les soude avec un fer à souder classique, avec une panne de fer à souder, la pointe du fer à souder assez fine. Ouais, même ça. On fera un jour, je ferai une démo de ça. Enfin, moi, je le fais avec un microscope électronique. C'est une caméra avec un objectif. Et on voit fois, je sais pas combien, mais c'est énorme. Et, alors moi, je les colle pas. Enfin, moi, je les colle pas. Enfin, moi, je les fais un par un. Je mets un point de soudure parce que j'en ai pas beaucoup à faire. Je fais pas des grandes séries et je fais passer ça, je fais pas très souvent. Après, effectivement, tu as des solutions de passer dans des fours où la soudure elle va s'étaler très rapidement. J'ai une vidéo là, si vous voulez, c'est une vidéo de ça. Ouais, sinon avec de l'air chaud, ouais, de l'air chaud. Mais moi, je suis pas équipé avec de l'air chaud. Je suis déjà équipé avec plutôt que mes lunettes grossissantes. Je suis équipé quand même avec une caméra et puis un objectif, donc c'est un genre de microscope électronique. Donc là, je suis équipé avec ça. Ça me permet d'avoir l'image sur un grand écran comme on a ici, par exemple. Et voilà. Et après, tu regardes pas ce que tu fais. Enfin, tu regardes l'écran, quoi. Tu regardes pas forcément le composant. Et oui, alors moi, j'ai passé une vidéo. J'ai mis une vidéo là sur Facebook là-dessus. Mais on se fera promis un jour, on se fera un petit atelier de ça. Hein? On se fera un petit atelier. Donc voilà. Donc des évolutions sur la partie mécanique, des évolutions surtout sur la partie reconnaissance d'image, sur la partie computer vision, la OpenCV. Pourquoi? Parce que j'ai l'autre projet aussi, le projet Neneuil, sur lequel aussi j'oriente pas mal le comportement des yeux. Donc c'est des yeux avec des paupières, ça qui bougent un petit peu, enfin qui ont pas mal le mouvement. Je le commande pas mal avec la reconnaissance en fait de gens qui passent devant. Et ça, c'est un effet vraiment super intéressant dans les salons. Quand tu mets l'écran en retour, avec tous les points qui sont dessinés par rapport à ce que le logiciel a découvert, a analysé, quoi, et que les gens ils voient leur visage avec tous les points dessus. Bon, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes algorithmes qui permettent de faire dans Instagram, dans TikTok, tout ça, de mettre des oreilles, de lapin, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est disponible sur une Raspberry, c'est disponible en Python et on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Alors l'idée c'est pas de mettre des oreilles de lapin ou quoi que ce soit, c'est bon pour moi c'est faire réagir les robots par rapport à ces environnements, à l'environnement. Voilà. Et après justement par rapport à l'environnement, il y a aussi l'idée de rajouter des capteurs de proximité, ultrasons, lidar ou des choses comme ça, pour l'autonomie, pour essayer que le robot se déplace tout seul sans qu'on ait besoin de le commander, pour qu'il y ait un peu plus d'autonomie, s'il avait un peu plus d'informations sur l'environnement. Et puis après, il y a le côté morphing, variant possible par rapport au projet. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé de faire un mignon avec le même concept. On peut faire d'autres choses. Par exemple. Alors voilà, non, mais c'est pas forcément moi qui vais les faire. Hein, c'est pas pour moi, hein, mais c'est pour essayer d'inspirer les uns et les autres sur la même base. On peut faire plein de choses. Voilà. Merci. Voilà. Après, si vous voulez noter, alors sur GitHub, je crois pas que j'ai encore mis le projet, mais je mettrai toutes les infos que j'ai sur ce projet-là, enfin, les différentes pièces, les plans, les schémas. Mais après, il y a sur Facebook, là, sur Facebook, on peut retrouver des vidéos. Moi, je mets beaucoup de vidéos à fur et à mesure de l'avancement des projets. Et puis sur YouTube aussi. Après, il y a YouTube aussi de Caliban. On met pas mal de choses. Je crois qu'il y a un bonus. Il y a un bonus. Puisqu'il n'y a pas de démo, il y a un bonus. Attends, c'est quoi le bonus déjà? Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Attends, faut mettre en route, faut cliquer. Ouais. Voilà. À quoi ça sert les robots? Bon, Régis est encore là? Il s'est endormi? Non, je suis là, t'inquiète pas, je t'ai suivi, je t'ai écouté. C'est vrai? Bon, t'es pas si malade. Qu'est-ce que t'as à la main? C'est une bière?
Non, j'ai rien. Ah, d'accord. Attends, on ne voit pas. Attends, on va te voir. Pas une bière, ouais. Non, non, là, non. Il n'y a pas de bière. Hello? Tout le monde a vu ta tête de malade. Ouais. Ouais. Donc, prochaine Ouais. mission, c'est faire une armée de mignons, c'est ça. Une armée de mignons. Voilà, non, c'est ça, la chorégraphie, tout ça. On verra comment on les coordonne, mais ça, c'est le challenge. Ouais, Moi, je pense que j'ai franchement, encore ouais. plein de choses. Moi, je pense que j'ai plein de choses à faire. Alors, pour ce projet-là et pour d'autres aussi, c'est pour ça que c'est bien d'avancer sur les points en commun, sur tout ce qui est reconnaissance, voilà, OpenCV, là, tout ce qui est reconnaissance d'images et puis exploitation des données qu'on a. Parce que bon, ça c'est ouais, c'est une sacrée source d'informations. C'est vraiment des capteurs vraiment bluffants, quoi. Ouais, pour la main, on a fait des trucs. Moi, j'avais fait une petite démo la dernière fois. C'est super pour la reconnaissance. Pour la reconnaissance du visage aussi, moi j'avais fait, je sais plus si c'était là, mais à Vitré, j'avais mis l'écran, je peut-être le ramènerai à Orchi, un écran justement avec la reconnaissance du visage. Donc quand les gens y passent devant l'écran, là, comme on a ici, et ben il y a le visage qui se dessine avec le certain nombre de points. Je crois que c'est une centaine de points sur le visage. Et ces points-là, ben, c'est exploitable facilement. Enfin, c'est des coordonnées, donc c'est plus exploitable qu'une image complexe, quoi. Voilà. Ouais. Bon, bah du coup c'est la fin de la période. Ah, c'est pas mal. Bah merci à vous, voilà. Très constructif et très attendu surtout. Ok, bah merci. Et puis bah du coup, bah on vous donne rendez-vous sur Facebook, sur YouTube, à Orchi au mois de novembre, et puis dans un mois ici même. Voilà. Dans un mois ici. Franck, on t'a vu, Franck? Je suis là. Ouais. Pas de questions? Tout va bien, merci. Pas de questions, ça m'arrange. Bon appétit. Allez, salut. Salut. Bye bye tout le monde.